Eh bien, nous reprenons avec cette table ronde. Comme vous le savez, Huawei vend des téléphones, des tablettes, des PC portables, des objets connectés. Mais au-delà de tout ça, Huawei est surtout devenu un leader dans les télécommunications, mais également dans les solutions aux entreprises. Et Huawei France est devenu un acteur important dans le groupe puisque la Corp a décidé d'implanter une usine en France, au cœur de l'Alsace. La réussite de Huawei tient également fortement à la contribution de ses partenaires et de ses fournisseurs pour réussir à dynamiser l'économie française. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces thématiques et de ces relations avec les fournisseurs autour d'une table ronde qui réunit 4 spécialistes. Ces 4 spécialistes sont Édouard Guénov, responsable chez Connect 44, Arnaud Piechadzik, directeur général de la division Télécom System chez Nexans, Pascal Le Guévellec, directeur de l'agence Roissy-Charles de Gaulle chez Bolloré Logistics, et Jean-Christophe Tijoux, directeur des comptes Iliad Free NJ chez Huawei. Pour commencer, je vais laisser à chacun le soin de se présenter, en commençant par Arnaud. Bonjour à tous, donc Arnaud Piechadzik, je suis en charge de l'activité télécom du groupe Nexans. Nous sommes un partenaire global de Huawei, puisque non seulement nous sommes un groupe français, nous travaillons avec Huawei en France, mais en Europe, partout en Europe, et aussi en Chine, puisque nous sommes implantés aussi industriellement en Chine, et nous travaillons étroitement avec la maison mère. Nous fournissons des systèmes de câblage, des câbles, pour alimenter les équipements Huawei. C'est-à-dire qu'on a eu la présentation de pas mal d'équipements aujourd'hui dans la Supplier Day. Il faut les brancher entre eux. Et entre les deux, il y a un câble avec des connecteurs. Et c'est notre cœur de métier. Donc nous sommes un acteur majeur de tout cet environnement, de cette supply chain, parce que c'est ce qui fait que les solutions Huawei fonctionnent. Parfait. Merci Arnaud. Maintenant, nous allons passer à Pascal. Qu'en est-il chez Bolloré Logistics? Oui, bonjour, donc je suis Pascal Le Guével. Donc, je travaille depuis plus de 20 ans dans le groupe Bolloré Logistics, qui est un des leaders des transports internationaux et de la logistique. Je gère le site de Roissy-Charles de Gaulle, qui est un site de transit aérien et de logistique. Nous y accompagnons Huawei. En 2020, pour la division Enterprise, nous avons traité plus de 600 tonnes de fret aérien en provenance de Chine, que nous avons donc traité à Charles de Gaulle, dédouané, puis livré ensuite sur les opérateurs télécoms, les plateformes logistiques et les agences. Nous avons également démarré en 2020 avec la division Consumers un partenariat en mettant en place une plateforme logistique sur le site de Roissy dédiée au e-commerce. Cette plateforme, elle a vu le jour très récemment puisque nous l'avons en fait inaugurée cette semaine avec les équipes de Huawei à Charles de Gaulle et nous y traitons depuis la semaine dernière à peu près 400 commandes par jour. D'accord. Donc une nouvelle activité prometteuse. Bon, merci Pascal. Nous avons également un prestataire de services informatiques qui est parmi nous. Édouard, qui est Connect 44 et quelle est votre relation avec Huawei? Bonjour, je m'appelle Édouard Guénov. D'ailleurs, merci beaucoup d'être présent parmi vous aujourd'hui à la convention. Je m'appelle Édouard Guénov, je suis le responsable du pays de la compagnie Connect 44 en France. Donc, nous sommes présents dans 7 pays et nous employons directement et indirectement à peu près 1000 personnes à travers l'Europe. Et notre maison mère est située à Lucerne en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Huawei? C'est que nous sommes un partenaire au niveau d'ingénierie conseil, tout ce qui concerne les télécoms, réseaux mobiles et fixes. D'accord. Donc, des prestations sur les télécoms mobiles et fixes. Merci beaucoup. Et pour terminer le tour de table, nous avons également un représentant de Huawei. Christophe, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Tijoux. Ça fait 10 ans que je travaille chez Huawei. Je suis directeur de compte auprès d'opérateurs que sont par exemple Free, Iliad, Monaco Télécom, Coriolis, Ziop, voilà, un certain nombre de clients opérateurs. Et donc chez Huawei, comme ça a été dit cet après-midi, nous concevons et nous fournissons donc des solutions de télécommunications informatiques auprès de
3 axes principalement, hein, vous en avez parlé, les smartphones, les objets connectés, les réseaux opérateurs, 3G, 4G, 5G, la fibre, et puis également auprès des entreprises. Et ça, c'est l'activité qui a le plus de développement actuellement, au point que même nous venons de développer un 4e pilier de notre activité qui a été présenté, je crois, juste avant à travers des vidéos, qui s'appelle Cloud et AI, puisque dans ce domaine, on voit vraiment des perspectives de développement très importantes pour répondre à des besoins des entreprises qui sont vraiment grandissants dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est un axe de développement très très fort. Et pour offrir des solutions de bout en bout, effectivement, on a besoin de partenaires clés pour le faire. On amène, nous, des briques technologiques, mais il faut ensuite des partenaires de services, des prestataires qui vont nous aider à faire cette solution bout en bout qui va permettre de répondre aux besoins clients final. Dans mon cas, les opérateurs, mais encore une fois, auprès des entreprises, auprès du grand public en général. Et je pense que ce genre de convention, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de justement tous se réunir et de montrer que Huawei fait partie d'un écosystème. Et pour nous, c'est vraiment important, et pour moi personnellement, c'est très important de montrer qu'on a des partenaires clés qui sont en France et avec qui on travaille tous les jours pour livrer nos clients. Merci. Alors, justement, pendant cette crise, ce confinement, on a tous assisté à une explosion de la demande numérique et donc de la demande de connectivité et réseau. Et donc, justement, Edouard, comment Connect 44 intervient auprès des entreprises en relation avec Huawei? Comment se passe cette collaboration dans cette demande croissante, en explosion même? Oui, justement, il faut aussi, c'est vrai, c'est la pandémie qui a accéléré tout ce processus-là, mais il faut bien dire que la transition vers le numérique, ça se passe dans les dernières peut-être 10 à 15 ans, sauf qu'il y avait peu de participants dans ça, hein, parce que justement, bon, les entreprises sont toujours un petit peu lents à s'adapter, y compris les services gouvernementaux, c'est la même chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on continue de faire ce qu'on a fait depuis 15 ans avec Huawei. Donc, être auprès de nos clients, satisfaire les besoins de nos clients, fournir les projets. Donc, mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui avec la pandémie, c'est qu'on doit être plus auprès de nos clients avec une formation. Donc, on va accompagner nos clients pour leur montrer la nécessité de faire la transition vers le numérique, hein. Et donc, nous avons bien vu en France, c'est la même chose. Donc, les grandes entreprises, ils ont su faire parce qu'ils ont des bons conseillers, ils ont les moyens de faire ça. Mais ce que nous devons vraiment attaquer, c'est les petites et moyennes entreprises, hein, pour leur démontrer justement qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est là comme application, qu'est-ce qu'ils peuvent faire facilement afin que leur entreprise aussi devienne une entreprise numérique. Aujourd'hui, même le coiffeur, ça doit devenir en quelque sorte une entreprise numérique, c'est sûr. Moi, un dernier mot, ce que je veux dire, c'est que je me suis préparé un petit peu avant de venir ici et j'ai analysé. Donc, il y a 3 piliers importants dans chaque entreprise. Donc, la numérisation, ce qui concerne l'entreprise à l'intérieur. Donc, vous savez très bien, il y a souvent beaucoup de choses qui se font sur papier. Il y en a même des gens qui vous parlent de vous envoyer un fax. Donc, c'est la transition numérique à l'intérieur de la compagnie. Ensuite de ça, il y a la numérisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous ne pouvez pas perdre votre temps à recevoir des commandes ou des paquets sur papier, etc., etc. Et ensuite de ça, c'est votre image, l'image de votre société à l'externe. Donc, comment est-ce que les gens vous perçoivent? Est-ce que vous avez les outils basés sur le web? Est-ce que les clients peuvent accéder à vos services sur le web ou est-ce qu'ils doivent encore appeler un centre d'appel, ainsi de suite? Voilà, et donc c'est ça. Et alors, justement, une petite précision. Donc, ce n'est pas forcément que le cloud. La connectivité, ce n'est pas forcément uniquement le cloud. Parce qu'on parle beaucoup du cloud, mais il n'y a pas que ça. Oui, il y a aussi, voilà. Mais la cloud, ça va être vraiment le cœur et tout ça. Et donc, dans n'importe quel système de communication, vous avez toujours la cloud, ce qui était le commutateur dans le temps. Dans le temps de téléphonie numérique, ou même avant ça, il y avait le commutateur, c'est lui qui fait la communication du point A au point B. Aujourd'hui, cette fonctionnalité est prise par le cloud, mais vous avez toujours besoin de points d'accès. Voilà. Oui, et donc ça, c'est la 5G. On va en reparler tout à l'heure. Alors, justement, Arnaud, quel rôle joue le couple Huawei-Nexans dans cette transformation numérique des entreprises? Alors, dans cette transformation, ce qui est intéressant, c'est que notre couple fonctionne à différents niveaux.
déjà en Asie, en Chine, on a beaucoup de contacts entre équipes R&D parce que nous travaillons avec Huawei pour adapter nos systèmes de câblage. Une bonne entreprise fiable nécessite aussi des liaisons fiables internes. Donc nous travaillons avec Huawei en amont, nous travaillons ici aussi pour déployer et surtout on capitalise sur la fiabilité de ce lien. Parce que connecter des équipements, si tout le système s'écroule, on peut avoir des équipements fantastiques, derrière, ça ne sert à rien. Donc on a ce profond partenariat et le fait qu'on travaille aussi bien en France qu'en Europe, qu'en Chine, ça nous permet de croiser les expériences, d'utiliser aussi notre expérience sur d'autres activités du cabling enterprise, de les appliquer au câblage d'antennes mobiles et d'utiliser cette expérience commune sur la fiabilité. Alors vous me disiez en aparté qu'en plus, pour le coup, vous êtes fournisseur, mais Huawei est aussi client. Enfin, vous les équipez on a aussi. tout, puisque en fait, on fournit aussi les équipements de câblage pour équiper les usines Huawei. Et voilà. Donc on a ce double retour d'expérience, c'est que finalement notre client est aussi l'utilisateur et donc ça permet de s'enrichir mutuellement. Voilà, une confiance mutuelle. Parfait. Alors, Pascal, alors justement, vous nous avez expliqué le partenariat avec Huawei, mais comment vous avez fait pour assurer ces services en période de pandémie? Oui, c'était un sujet très compliqué puisqu'on avait en fait un double enjeu, nous, avec cette pandémie. C'était à la fois d'assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs et en même temps d'assurer la continuité du service. Donc on a vécu évidemment des situations inédites. Alors si je prends au niveau humain et au niveau de la gestion dans les équipes, on avait des réflexions un tout petit peu en début d'année sur le télétravail, on commençait à le tester dans quelques services. Et bien, du jour au lendemain, en mars, par exemple, moi sur le site de Roissy, on a mis 500 personnes en télétravail. Donc ça veut dire un ajustement immédiat en termes de réseau informatique à distance. Ça veut dire aussi, c'est tout bête, mais par exemple, on avait beaucoup de collaborateurs au niveau administratif qui étaient sur des postes fixes. Mais il a fallu investir très vite sur des portables pour pouvoir leur donner des conditions de travail efficaces. Et puis, il a fallu, bien sûr, les fournir en EPI, mettre toutes les procédures en place pour que les gens puissent continuer à travailler sur le site. Pour tous ceux qui restaient, à peu près 400-450 personnes qui restaient quand même sur le site. Assurer toutes les procédures de désinfection, désenfumage quand on avait des doutes sur des cas de Covid. Et puis, une difficulté aussi majeure, c'est que le magasin, c'est-à-dire le traitement physique des flux de Huawei, entre autres, il se fait au magasin et ça, on ne peut pas le dématérialiser. On ne peut pas, évidemment, le faire en télétravail. Donc, bien livré. On travaille déjà 7 jours sur 7, H24. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé des équipes pour éviter des clusters et éviter qu'on arrête la chaîne de transport. Donc ça a été quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement. Et on a vécu également, et ça a été une des difficultés dans la période de mars à juillet, c'est qu'on a eu des importations massives d'équipements de protection sur le territoire français. Et nous, par exemple, Bolloré, on a géré sur Roissy, dans cette courte période, plus de 160 charters, plus d'1 milliard de masques, des respirateurs, des blouses, des gants, enfin des volumes énormes. Et pour ne pas perturber justement l'activité de Huawei et de nos clients industriels, on a mis des équipes complètement dédiées à ces activités-là. Et on a tourné entre fin mars et juillet, sans s'arrêter, 7 sur 7, H24, dédiés aux EPI, pour pouvoir en parallèle continuer à traiter les flux de Huawei. On a maintenu les échanges, les équipes ont pu rester, par toutes les procédures qu'on a mis, on peut rester sur site. Et on a réussi, avec une bonne coopération avec les équipes chez Huawei, on a réussi à traverser cette période. Malgré la hausse de la demande aussi chez Huawei. Oui, également. Oui, tout à fait. On avait et une complexité, après ça rentrait dans trop le détail, mais une complexité évidemment dans le fait qu'il n'y a pratiquement plus de vols passagers. Oui. Et que donc on a dû mettre des moyens en propre également pour pallier en mettant des charters hebdomadaires sur la Chine, par exemple. Bien. Alors je suppose que chez Nexans, il a fallu également adapter le rythme, je pense, au niveau des usines, de la livraison, Bien évidemment. de tout. Alors nous, je vais parler particulièrement de notre usine en France, Oui. puisqu'on est ici avec Huawei France, donc on produit dans les Ardennes. Déjà, première chose, on était préparés. On était préparés parce qu'on se connaît avec Huawei. Les équipes de Huawei en Hongrie, en France, sont venues dans l'usine. Donc nos opérateurs, nos équipes connaissent le client, pas seulement en tant qu'un nom, ils connaissent en tant que personne et de gens qui sont
c'est la visualisation du client et la volonté d'être au niveau de service. Donc ça, c'est quelque chose, un travail de fond qui se fait vraiment en amont. La deuxième chose, c'est l'anticipation. Comme je vous l'ai dit, nous avons des bases industrielles en Chine. Dès le mois de janvier, nous avons su qu'il fallait se préparer. On a beaucoup anticipé et nos équipes chinoises nous ont beaucoup aidés à être préparés, à mettre en place les mesures barrières, à mettre en place toutes les règles sanitaires. Après, il y avait la priorisation. La priorisation, c'est qu'on se dit, on arrive en période de crise, comment on fait? Et il faut vraiment se dire qui est important dans mon écosystème de clients. Et donc Huawei a été suivi de manière extrêmement prioritaire par les équipes commerciales, les équipes supply chain, avec des contacts quotidiens pour s'assurer que la demande correspondait à l'offre, qu'on ne surconsommait pas, qu'on balançait bien aussi tous les flux. On parlait de logistique, c'était un enjeu. Le télécom était prioritaire. Malgré tout, c'était un enjeu d'avoir les bons camions au bon endroit, à traverser les frontières en Europe. Et enfin, c'est vraiment l'engagement des équipes. L'engagement des équipes opérationnelles, les ouvriers, la supply chain, la direction du site, qui ont vraiment tout mis en place, les mesures barrières, on parle des équipes alternées, la distanciation, les passages d'équipes, pour s'assurer la priorité numéro 1, qui était la santé de chacun. Nous n'avons eu aucun cas de contamination dans notre usine des Ardennes. Ça a été très bien géré par l'équipe de direction, mais aussi par tous les syndicats qui ont bien compris, et tous les délégués qui ont bien compris le cœur même de la valeur de notre client Huawei. Donc vous avez réussi à maintenir du coup la qualité de service par rapport Bien sûr, on a même amélioré notre qualité de service, je dirais, et on a même augmenté notre output et nos ventes pendant cette période de confinement. Pourquoi l'organisation joue quand même beaucoup l'anticipation. Bien sûr. Alors, pour un prestataire de service aussi, ces confinements, ça peut vite être un problème puisque les gens sont sur le terrain. Donc, comment ça s'est passé chez Connect 44? Oui, la différence, c'est que nous sommes dans l'industrie sans inventaire. Vous, monsieur, vous avez des warehouses, des choses comme ça à gérer. Donc, nous avons plus un pool d'ingénieurs. Et bon, nous étions déjà un petit peu sur la cloud, j'ai préparé en amont. Mais aussi, il faut dire, je dis ça pas pour faire plaisir à Huawei, mais Huawei a investi aussi beaucoup dans les derniers 10 ans, moi j'en suis le témoin, dans les outils informatiques accessibles sur le web. Par exemple, les ISDP. ISDP, c'est un nom d'un outil que Huawei utilise pour gérer des projets à l'international. Donc, moi, j'ai participé en tant que super user dans ça en Allemagne et tout ça. Donc, je sais que justement, dans cette phase-là d'épidémie, ça nous a fait beaucoup de bien, puisque nous n'avons pas eu besoin de nous déplacer, de voir les clients, ainsi de suite, puisque tout était plus ou moins informatisé. Donc, ça fait une grande différence. Et puis, nos gens, oui, effectivement, nous avons mis l'emphase sur la protection, sur le travail home office, donc à partir de la maison, ainsi de suite. Alors, et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est, quand vous recrutez quelqu'un, depuis longtemps, vous avez cette préoccupation du télétravail ou c'est quelque chose qui est venu avec le confinement? Non, en fait, qu'est-ce que chaque entreprise doit proposer une valeur ajoutée, n'est-ce pas? Et donc, nous, en engageant quelqu'un, la première chose que nous pensons en tant qu'employeur, c'est c'est pas justement qu'est-ce que la personne peut nous apporter, mais qu'est-ce que nous pouvons apporter à la personne. Et bien sûr, la première chose que nous disons à n'importe quel ingénieur, c'est que nous vous proposons de travailler à partir de la maison. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez être au bureau quelques jours, mais nous vous donnons cette flexibilité. Et ça, c'est vraiment un point qui est beaucoup apprécié. Absolument, oui. Alors justement, puisque vous avez la parole et qu'on va aborder ce sujet important, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement les avantages que peut apporter la 5G? On a commencé à en parler tout à l'heure, puisque ça contribue au dynamisme à venir, et déjà, on commence à en sentir un petit peu les effets. Donc, comment vous pouvez nous expliquer brièvement cette évolution vers la 5G? Donc, brièvement, je ne peux pas expliquer. Allez-y, on a un peu de temps. Vous allez me donner quelques minutes parce on a un peu de temps. La sans-fil, c'est en fin de compte, c'est mon domaine. Donc, ce que je veux dire, ce qui est vraiment important, c'est en simple mot, je veux expliquer qu'est-ce que ça représente la 5G par rapport aux autres technologies que nous connaissons. Donc, tout le monde parle de la 2G, de la 3G, de la 4G, et puisque nous sommes tellement maintenant dans ce discours-là, donc la 5G,
Au lieu de nous rendre joyeux, heureux de ce qui s'en vient dans la société, bon, ça nous fait plutôt peur. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que pour justement donner l'importance de la 5G, je vais revenir en arrière. Parce que je connais cette époque-là. C'était le début des années 90. C'est la venue de la 2G. Donc, je veux dire que l'excitation dans cette époque-là, ce n'était pas moindre que qu'est-ce qu'on est aujourd'hui lorsqu'on parle de la 5G. La venue de la 2G, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et aussi un point important, c'est que pourquoi on dit la 2G, mais le monde va se demander où est la 1G, la première. Il y avait aussi une première génération, c'était un réseau analogique qui était plutôt c'était pas le problème d'accessibilité, mais c'est plus la capacité. Donc c'est un réseau qui ne pouvait pas donner l'accès à des millions de gens. Donc c'est pour ça nous ne parlons qu'à partir de la 2G. Et pour faire ça court, la 2G, l'importance de comprendre, c'est que la 2G était axée sur la transmission de la voix. Parce que les humains, nous communiquons en échangeant avec notre voix. Donc, et ensuite de ça, il y avait quelques services à valeur ajoutée comme la boîte vocale ou les SMS. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la venue de 2G? C'est ça ce qui est intéressant. C'est que moi aussi, j'étais complètement surpris. Nous nous sommes rendus compte que les humains peuvent communiquer aussi d'une façon indirecte. En l'an 2000, moi, je n'utilisais même pas les SMS. Mais je me suis rendu compte que tout le monde autour de moi n'appelait pas les gens au téléphone, mais les envoyait des SMS. Ensuite de ça, les téléphones, les mobiles étaient équipés avec une caméra. Donc, on pouvait prendre une photo et l'envoyer à l'aide du service de MMS, ainsi de suite. Et donc, ce qui s'est passé, qu'au lieu de se focusser sur la voix, donc c'était plus la donnée qui était maintenant nécessaire. Et c'est de là la venue de la 3G et la 4G. Et maintenant, pour venir à la 5G, donc qu'est-ce que c'est la 5G? C'est, en fin de compte, c'est une technologie, pour dire ça simple, c'est une bande passante, donc axée sur les données. Donc la 5G, ce n'est pas quelque chose que nous avons besoin pour transmettre la voix. Elle est axée vraiment sur la transmission de données, mais des données en masse. Pourquoi? Parce que nous savons bien, nous sommes en train de vivre aujourd'hui une révolution industrielle. Et moi, je l'ai lu, ça ne vient pas de moi, mais c'est intéressant de savoir. À chaque fois quand on passe d'une révolution à une autre révolution, il y a 4 éléments qui sont influencés par cette... Donc le premier élément, c'est l'industrie. Donc la façon comment nous fabriquons des choses. C'est affecté. La deuxième chose qui est affectée, deuxième élément, c'est les véhicules, les moyens de transport. Le troisième élément, c'est la façon comment nous communiquons. Et le quatrième élément, ce qui n'est pas surprenant, c'est la monnaie. Et donc, vous voyez ici que si on parle de chacun de ces domaines-là, tout le monde sait, il y a le bitcoin. Ouais. Tout le monde sait, la voiture n'est plus la même comme autrefois. Et donc, la colonne vertébrale de tout ça, c'est la 5G. Donc, si vous regardez dans les usines, dans les véhicules autonomes et tout ça, c'est la 5G parce que c'est la technologie d'échange de données à haute vitesse entre machines. Alors justement, Huawei, la 5G et Connect 44. Alors c'est quoi le lien? Donc, c'est plutôt que Huawei et nous sommes les élèves. Voilà. Pour vrai dire, nous sommes en train de développer nos compétences dans la 5G. C'est la vérité. Donc, c'est pour ça que nous avons autant de plus besoin de Huawei, parce que Huawei, c'est le leader. Aujourd'hui, je lis que Huawei est en train de se faire payer pour des brevets de la part de Samsung et Apple, puisque Huawei détient, je ne suis pas sûr, 15 à 20% de tous les brevets sur la 5G. Donc, nous sommes l'élève de Huawei et nous espérons aussi que ce know-how sera transmis vers nos ingénieurs pour qu'on soit fit lorsque la 5G sera le fait. Ouais. Parfait. Justement, Nexans et Huawei, est-ce qu'il y a un lien aussi avec la 5G? Oui, bien sûr, il y a un lien avec la 5G parce qu'on voit bien que le déploiement des antennes et le déploiement de l'infrastructure est un élément majeur de la 5G. On a développé avec nos équipes R&D, en partenariat avec Huawei, des câbles qui sont plus légers, plus faciles à installer, qui peuvent avoir des propriétés au feu améliorées. Ça peut arriver pour gérer des antennes. De la connectorisation est plus facile.
Donc oui, il y a un lien, ça ouvre de grandes opportunités de travailler sur l'infrastructure outdoor, mais aussi sur l'infrastructure indoor, hein, dans les bâtiments, parce que la 5G dans les bâtiments, c'est aussi une autre affaire. C'est tout un pan qui s'ouvre. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle des véhicules autonomes, on parle des réseaux, mais dans les bâtiments, dans les usines, ça implique un réseau de très grande qualité. Ça implique de revoir aussi la manière dont on conçoit et dont on va câbler, connecter toutes les parties actives. Et puis, la 5G, ça nécessite de l'énergie. Et il faut alimenter. On l'oublie, on parle de fibre optique, hein, on est fabricant et fournisseur de fibre optique, mais on est surtout un fabricant de câbles d'énergie. Et tout ça, on a besoin de les brancher, on a besoin d'énergie partout, en même temps que la donnée. Donc cette combinaison est essentielle dans l'évolution de nos réseaux de communication. C'est sur des technologies qui convergent les deux que vous travaillez avec Huawei. Bien pour sûr, la 5G. la convergence, cette hybridation, on va dire, cette zone grise qui est un mélange, oui, on parle de données, mais on parle d'énergie et il y a deux mondes qui ne sont plus l'un à côté de l'autre, qu'on doit faire converger parce que la 5G va piloter l'énergie, l'énergie va piloter la 5G et tout ça, on va se retrouver dans un écosystème complet. Parfait, je crois qu'on a une bonne vision. Alors justement, maintenant qu'on nous a un peu posé le décor, Jean-Christophe, est-ce que pour finir, vous pouvez nous donner quelques exemples des cas d'usage? Parce qu'on parle beaucoup, bon, ça va aller plus vite, etc., etc., ça va être magnifique. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des cas d'usage pour vivre un peu cette expérience 5G. Ouais, alors effectivement, la 5G, comme ça vient d'être décrit, hein, c'est plus de capacité, c'est plus de débit, c'est aussi moins de latence, c'est aussi la possibilité de différencier la priorisation des flux. Et donc de donner certaines priorités à certains services ou à certains utilisateurs. Et donc ça ouvre beaucoup de perspectives, surtout dans le monde professionnel, dans le monde du B2B, dans le monde des services, pour pouvoir justement mieux adresser un besoin particulier. Je vais prendre des exemples, on parlait de l'indoor, je vais prendre des exemples en Chine où par exemple des réseaux 5G ont été déployés dans des mines, dans un environnement dangereux pour l'homme. Où en fait on n'a plus d'employés sur place, on a des machines, des engins, des véhicules qui sont automatisés et qui sont reliés entre eux à travers ce réseau 5G qui a été déployé en indoor au fond de la mine et qui sont ensuite pilotés, contrôlés par des employés qui sont en fait dans des salles de contrôle en surface et qui peuvent du coup complètement manipuler grâce à des caméras, grâce à des outils interconnectés en 5G. Et donc extraire le travail qu'ils ont à faire, les minerais, etc., dans des conditions de sécurité bien meilleures. Ce genre de système est aussi mis en place dans des grands ports, par exemple à Shenzhen, le grand port de Shenzhen avec tous ces containers, etc. Les grues sont raccordées elles aussi en 5G et commandées par des opérateurs qui sont dans des salles de contrôle. Et donc ça évite d'avoir des employés qui se baladent au milieu. Donc ça fait des partenariats potentiels à venir, peut-être avec Bolloré. Et puis plus proche de nous, il y a un exemple intéressant également à Monaco où la 5G a été déployée il y a presque 2 ans maintenant en fait. Et les pompiers se sont emparés de la technologie et ont installé en fait sur des drones des caméras 4K hein, de grande précision raccordées en 5G au poste de commandement. Et donc quand ils interviennent maintenant quelque part, ils envoient une équipe d'intervention classiquement, mais ils envoient également un drone qui en général est plus rapide pour arriver sur site et peut donner des images immédiatement de la situation. Et donc peut-être envoyer déjà une deuxième équipe en renfort, peut-être donner des précisions sur la voie d'accès, peut-être donner l'ordre d'envoyer des moyens spécifiques, peut-être des compléments de moyens pour des incarcérés, etc. Et les quelques secondes à quelques minutes qui vont être gagnées ici, ce sont des vies, c'est des dégâts qui sont évités, etc. Donc cet exemple-là montre que je crois qu'on a beaucoup de perspectives de cas d'usage à venir qui sont en train d'être déployés, mais qui sont encore à inventer par les entreprises et qui sont une belle perspective pour nous tous. C'est bien, de bons exemples. Eh bien écoutez messieurs, je vous remercie pour cette table ronde. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Et le temps qu'ils nous quittent et que les prochains intervenants arrivent, ce qui ne saurait tarder, je vais vous présenter la suite de la table ronde après un petit intermède musical.